La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Alors d'ailleurs, pour réussir à se plonger un petit peu dans ce monde du XVe siècle, on pourrait imaginer être un oiseau faisant le tour de la Terre. Agathe Petit, je me tourne vers vous. Oui. Que verrait-il cet oiseau s'il voyageait autour du monde à la fin du XVe siècle? Eh bien, il verra un monde finalement composé de plusieurs pôles importants, plus ou moins déconnectés les uns des autres, mais surtout un monde dans lequel l'Europe n'occupe pas, et on vient de l'évoquer, n'occupe pas une place centrale. Un monde dans lequel l'hémisphère occidental n'a pas encore rencontré l'hémisphère oriental. Et à cette époque, les cartes sont encore approximatives. Elles renseignent aussi et surtout sur les puissances et les ressources en place. Oui, alors petit tour non exhaustif évidemment. En Asie, l'empire mongol initié par Gengis Khan en 1206 a périclité après un règne d'un siècle et demi sur une zone qui allait du Caucase à la Chine. En Chine, justement, les Ming, qui ont chassé les Mongols dès le milieu du XIVe siècle, règnent encore à la fin du XVe et inaugurent même à cette époque une période de paix et de stabilité gouvernementale. En Inde méridionale, sur le plateau du Décan, subsiste le royaume de Vijayanagara. C'est le dernier grand empire hindou jusqu'au milieu du XVIe siècle, donc quelques années après les grandes découvertes. Le royaume forme un rempart contre l'invasion musulmane et protège le sud du sous-continent indien. De l'autre côté de l'Atlantique, que les Européens ne connaissent pas encore à l'époque, au Mexique, ce sont les Aztèques qui règnent. Et encore plus grâce à ce que les Occidentaux ont nommé bien plus tard la Triple Alliance de 1428, qui unit les forces de trois grandes cités, Tenochtitlan, Texcoco et Tlacopan. Au bout de quelques années, les Mexicas de Texcoco prennent le dessus pour se placer à l'aube de la conquête espagnole à la tête d'un empire multiethnique couvrant une bonne partie du Mexique actuel. Le pourtour méditerranéen, de son côté, est régi depuis 1299 par l'Empire ottoman. Accessoirement, l'Empire ottoman, c'est l'empire qui a régné le plus longtemps, près de 6 siècles en continu. Parmi ses grandes victoires, on peut compter la chute de l'Empire byzantin en 1453, après que Mehmed II ait conquis Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Et c'est en 1494 que naît Soliman Ier, dit le Magnifique, qui, au début du XVIe siècle, étendra le territoire de l'Empire de façon exponentielle, puisqu'il conquit Médine, la Mecque et Bagdad, et étendra son influence jusqu'en Croatie et en Autriche. Et il y a l'Afrique. Absolument, Maxime. L'Afrique dont on a l'impression finalement qu'il ne s'y est pas passé grand-chose avant que des Blancs y posent le pied. Évidemment, ce n'est pas vrai. Avant l'arrivée des Arabes vers 750, les royaumes d'Afrique subsaharienne restent, c'est vrai, largement inconnus, faute d'écriture. Ceux que nous connaissons sont ceux qui étaient en contact avec le Proche-Orient, les royaumes le long du Nil, d'une part, qui sont les héritiers de la civilisation égyptienne qui s'étendait autrefois jusque dans l'actuel Soudan, et le royaume d'Aksum, d'autre part, en lieu et place de l'actuelle Éthiopie. Alors, les choses changent avec le rayonnement de la civilisation arabe et de l'islam au nord de l'Afrique. Les chroniques des voyageurs arabes, sahéliens, ainsi que les fouilles archéologiques les plus récentes nous renseignent sur l'apparition de proto-États au sud du Sahara et jusqu'à la pointe du continent. Ce sont les ressources naturelles et surtout l'or qui permettent au royaume de la région de prospérer. Le premier de ces empires, le Ghana, s'est développé de l'an 300 à l'an 1300 à peu près. Au XIIIe siècle, un nouveau pays islamisé profite des mines d'or de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit du Mali. L'empire qui domine des peuples très divers est le premier connu d'Afrique subsaharienne. Son apogée a lieu au début du XIVe siècle sous le règne de Kankan Moussa. Puis il décline jusqu'à devenir un petit royaume au milieu du XVe siècle. Un déclin d'ailleurs qui a permis dès 1468 l'essor du petit royaume de Gao, un peu plus au nord. La prise de Tombouctou, place forte de l'empire du Mali, par Ali le Grand, donna naissance à l'empire Songhai. Et c'est aussi, mais on va l'évoquer tout au long de cette émission, à la fin du XVe siècle que les Européens commencent à naviguer le long des côtes africaines, à commencer par les Portugais, qui fondent leur premier comptoir et au passage, ils découvrent le royaume du Congo, à l'embouchure du fleuve du même nom. Des puissances sont donc en place en Afrique subsaharienne, et surtout sous forme a priori de cités-États et d'empires relativement peu étendus à l'approche du XVe siècle. On a évoqué les Portugais. Chez nous, en Europe, que se passe-t-il ? À la fin du Moyen-Âge, la France des Valois, Louis XI et Charles VIII notamment, semble être l'État occidental le plus puissant économiquement, démographiquement et militairement, avec l'Espagne et l'Angleterre. La naissance des monarchies nationales, la fin de la Reconquista espagnole, les premières explorations maritimes et la découverte de l'Amérique, la mise au point de l'imprimerie par Gutenberg installe des cadres politiques, sociaux et culturels nouveaux. Dans le même temps, la pacification de l'Europe, la poussée démographique, Antonio le rappelait tout à l'heure, la peste noire avait ravagé au milieu du XIVe siècle la moitié de la population européenne et le développement des échanges permettent un renouveau qui sera le cadre général des grandes découvertes et des siècles à venir. Merci Agathe pour ce tour d'horizon non exhaustif.